5.3, dernière section du chapitre 5. Dans cette section-ci, on va parler de problèmes d'optimisation. Donc, on va voir que les notions qu'on a vues jusqu'à présent dans le chapitre 5 vont nous être utiles lorsqu'on essaie notamment de solutionner un problème de la vie réelle à partir de fonctions mathématiques. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a rien de mieux qu'un exemple justement pour mettre en place qu'est-ce qu'on va faire dans cette section-ci. Ici, on fait l'exemple 5.21, pardon. Et dans cet exemple-là, le problème qu'on nous pose, c'est de construire une boîte à partir d'une feuille de carton sur laquelle on va avoir enlevé les coins. On va la replier, on va replier chacun des côtés vers le haut pour former une boîte rectangulaire. Et notre but, c'est d'avoir un volume maximal à partir de cette feuille-là. Les dimensions de notre feuille sont données par les mesures ici. Donc, on a une longueur de 32 cm, une largeur de 14 cm. Et à partir de ces informations-là, on doit construire la boîte avec un volume le plus grand possible pour notre problème. Ici, il va falloir commencer par construire une formule pour trouver notre volume de la boîte, et ensuite de ça, il va falloir trouver où est-ce qu'on peut faire entrer les maximums et les minimums dans le problème actuel. Donc, on commence par définir qu'est-ce que va être notre volume. Notre volume, évidemment, ce sera quelque chose qui va être mesuré par la largeur de la boîte fois la longueur de la boîte fois la hauteur de cette boîte. On a finalement le volume, la formule du volume d'un prisme rectangulaire pour notre situation actuelle. Maintenant, qu'est-ce que vaut la largeur, qu'est-ce que vaut la longueur et qu'est-ce que vaut la hauteur? La largeur, ce sera le plus petit des côtés qui est ici. Et si on s'indique que les coins carrés qu'on va avoir enlevés sont de côté X, ça veut dire que cette largeur-là, ce sera le 14 au complet, moins le X en haut, moins le X en bas. Donc la largeur, ce sera égal à 14 moins 2X. On y va avec la longueur de notre problème. Dans ce cas-ci, la longueur, ce sera le 32 au complet, moins les deux petits côtés qu'on a enlevés, moins les deux x qu'on a enlevés. Donc la longueur, ce sera 32 moins 2x. Et finalement, la hauteur de notre boîte, évidemment, si on replie cette boîte-là de cette façon-ci, le petit côté x devient vertical, il devient la hauteur complète de notre boîte. Donc la hauteur, ce sera x dans ce cas-ci. Ce que ça veut dire, c'est que le volume de la boîte peut être donné par la fonction v de x, qui sera égale à 14 moins 2x fois 32 moins 2x fois x, qu'on peut réécrire comme étant 4x3 moins 92 x carré plus 448 x pour la fonction complète. Je vais essayer d'écrire pour qu'on voit bien mieux. Parfait. Donc là, je viens de définir une fonction qui me donne le volume de ma boîte. Maintenant, qu'est-ce que cette fonction-là peut m'apporter si je connais la matière que j'ai vue dans la section 5.1 et 5.2? Ce que je peux faire à ce stade-ci, c'est optimiser mon volume pour trouver son maximum. Cette fonction mathématique-là, c'est une fonction que je peux maximiser. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Je sais déjà comment aller trouver un maximum. Je l'ai vu dans les sections 5.1 et 5.2. Donc, si je suis capable de me trouver un intervalle pour mon volume ici, je vais être capable d'utiliser ma démarche que je connais déjà pour trouver un maximum relatif ou absolu sur cette fonction-ci. Dans ce cas-ci, on va commencer par trouver quel serait l'intervalle de mesure pour mon problème. Donc pour ça, je dois aller vérifier qu'est-ce que je peux dire sur mes mesures qui sont ici. Évidemment, je construis une boîte en 3D. Cette boîte-là ne peut pas avoir de mesures négatives. On ne peut pas avoir des mesures qui sont en bas de 0. C'est normal, hein? Je ne peux pas avoir un côté de moins 4 cm, ça n'a aucun sens. Donc on veut que la largeur soit plus grande ou égale à 0, la longueur plus grande ou égale à 0, et la hauteur plus grande ou égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire pour la largeur? Si 14 moins 2x est plus grand ou égal à 0, ça veut dire de l'autre côté que 7 est plus grand ou égal à
Ici, c'est une solution simple d'une équation. Vous êtes capable de faire ça pour confirmer cette réponse. On fait la même chose pour la longueur. 32 moins 2x, c'est plus grand ou égal à 0. Ça veut dire que 16 est plus grand ou égal à x. Et ben, finalement, là, x plus grand ou égal à 0, ça veut dire que 0 est plus petit ou égal à x. Ça, il n'y a rien vraiment à faire dans ce cas-ci. Ce qu'on voulait, c'était plutôt les premières informations qui nous ont été données. À ce stade-ci, je connais une fonction, je connais des contraintes sur ma variable x, donc je suis capable d'aller donner un intervalle pour ma fonction v de x. En effet, je sais que x doit être plus grand ou égal à 0, mais x doit être plus petit ou égal à 7 et plus petit ou égal à 16. Bon, si je suis plus petit ou égal à 7, je vais nécessairement être plus petit ou égal à 16, donc ces deux conditions-là, on les regroupe en une. La première, là, x plus petit ou égal à 7. Donc, à ce stade-ci, je sais que v de x, je sais en fait que je cherche le max de v de x sur l'intervalle 0 à 7. C'est ça qui est construit par les contraintes que j'ai trouvées. Donc, en lisant mon problème, en construisant ma fonction mathématique, puis en allant chercher les contraintes de ce problème-ci, j'ai été capable de déterminer quel était le problème d'optimisation que j'avais face à moi. Maintenant, je cherche un maximum sur une fonction mathématique avec un intervalle fermé. Ça, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait dans la section 5.1, 5.2. On est capable de faire ça sans problème ici. Dans ce cas-ci, comme je cherche le max sur v de x, j'ai besoin de ces valeurs critiques. Donc, on va aller chercher v' de x. Ici, ça va me donner 12x carré moins, celui-là, on l'a donné 184x plus 448 pour ma dérivée. Cette dérivée-ci, on va l'analyser comme on l'a fait dans les autres numéros. Ici, on va aller trouver par la formule quadratique quand est-ce que la dérivée est égale à 0, parce que si on essaie de trouver quand est-ce que la dérivée n'est pas définie, on n'y arrivera pas. Cette dérivée-là est toujours définie. Il n'y a aucun problème avec cette fonction-là. Donc, on va aller chercher v' de x qui est égal à 0. Ici, par la formule quadratique, vous allez trouver que x est égal à 184 plus ou moins racine de 12 352 divisé par 24. Bon. Le moins ici, il risque de nous donner une valeur négative pour x. Comme on veut une valeur positive pour x, on va l'éliminer. Donc ici, x va valoir 184 plus la racine de 12 352 divisé par 24. Ici, faites ce calcul-là, vous devriez obtenir environ 3,04 cm. Et ici, si vous allez chercher la valeur de f de x aux extrémités et lorsque x vaut 3,04, vous allez découvrir que votre volume est effectivement maximal en 3,04. En effet, si vous prenez v de 0, vous allez obtenir un volume de 0. Si x vaut 0, vous n'avez aucun volume pour votre boîte. V de 3,04 vous donne environ 624,07 cm3. Et finalement, V de 7 vous donne aussi 0 cm3. Parce que la largeur va être nulle à ce moment-là. Donc ici, ça veut dire que votre maximum par cette évaluation-là se trouve lorsque x est égal à 3,04 cm et vous obtenez un volume maximal à ce stade-ci. Donc, en conclusion, la boîte a un volume maximal lorsque x est égal à 3,04 cm. Et tout ça, on l'a fait à partir de ce qu'on a vu dans les sections 5.1 et 5.2. On a construit notre fonction de volume,
On a trouvé son domaine à partir des contraintes du problème réel. Et avec cet intervalle-là fermé, on est allé trouver maximum et minimum relatif. Dans ce cas-ci, le maximum relatif qu'on a trouvé, il était absolu sur l'intervalle. C'était le point le plus élevé de mon volume V de x. Avec ça, je suis capable de conclure que mon problème d'optimisation peut se solutionner avec un petit peu de mathématiques, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 5. De façon générale, le problème qu'on vient de solutionner pourrait se faire généralement là, avec ces 9 étapes-là. Ça pourrait être un peu moins, on pourrait regrouper des étapes ensemble pour utiliser les démarches qu'on a déjà faites, mais grosso modo, là, ça ressemble à ça pas mal. Ces 9 étapes-là, c'est ce qui solutionne le problème d'optimisation de façon générale, bien entendu, pour l'instant avec les notions qu'on a vues. Donc, ça va comme suit. On va commencer par lire notre problème. C'est toujours super important de le lire, de le relire, de trouver toutes les informations possibles qui sont cachées dans ce problème-ci. Et une fois que c'est fait, on va identifier nos variables. Qu'est-ce qui varie en fonction de quoi? On va essayer de représenter ça dans un schéma. Essayer là, le plus possible d'avoir un dessin pour visualiser ce qu'on est en train d'optimiser. Ça aide beaucoup là, quand on essaie d'optimiser un problème. Souvent, c'est le dessin qui vient débloquer la solution. Ensuite, on va déterminer qu'est-ce qu'on doit optimiser. Donc, c'est bien beau de nommer nos variables, c'est bien beau de bien comprendre le problème, mais il faut savoir c'est quoi qu'on est en train d'optimiser. Par exemple précédent, c'était le volume qu'on voulait optimiser. Donc, on s'est bien rendu compte que c'est le volume qu'on voulait optimiser. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on va optimiser, on va se construire une fonction pour l'optimiser justement ce problème-là, pour optimiser notre situation. On détermine le domaine d'optimisation, le domaine de la fonction qu'on est en train d'optimiser pour que les contraintes du problème soient remplies. On va dériver notre fonction pour trouver ses valeurs critiques, trouver son max ou son minimum selon le contexte, puis on va répondre à la question de l'énoncé. C'est maintenant à votre tour de jouer. Question claire 5.8, essayez là, de résoudre ce problème-là au complet. Vous avez un problème dans lequel on vous demande d'inscrire un rectangle à l'intérieur d'un triangle rectangle pour avoir une aire maximale. On a représenté le problème dans un petit schéma déjà pour vous. On vous demande en A de le compléter, sachant que la longueur, l'aire de la base, plutôt la longueur de la base de votre rectangle, ce sera X, et la hauteur de ce rectangle-là, ce sera Y. Considérez que la hauteur, ce sera à la verticale, et la mesure de la base, ce sera à l'horizontale. Ensuite de ça, si vous avez les valeurs de X, si vous avez les mesures X et Y, essayez d'exprimer Y en fonction de X. Déterminez qu'est-ce qu'on veut optimiser. Donc, donner la fonction à optimiser. On donne le domaine de cette fonction-là à partir des contraintes sur le problème. On dérive notre fonction à optimiser pour trouver max et minimum, puis on donne la réponse de notre problème dans ce cas-ci. Faites pause, essayez ça. On se revoit dans un instant avec la solution complète de cette question-ci. Donc, on va y aller en A avec la complétion de notre schéma. Ici, on s'est dit que X représentait la mesure de la base. Je vous ai dit que la mesure de la base, ça va être à l'horizontale. Donc, le X, ce sera la valeur de du plus gros côté de mon rectangle. Y, c'est la hauteur, donc ce sera de l'autre côté, ici. Donc, hauteur de ce rectangle-ci. Ça veut dire que le segment EF va être égal au total, donc 20 cm moins le X. Donc ici, je vais avoir 20 moins X pour ce segment-ci. Et le segment AB, comme on a 5 cm moins le Y, ce sera 5 moins Y pour cette zone-ci. Le reste, bon, le 20 cm, 5 cm, je pense que c'était assez évident. Je l'avais écrit avant même de commencer à résoudre le problème parce que je pensais que c'était très évident pour vous. Maintenant qu'on a complété le schéma, on veut exprimer Y en fonction de X. Pourquoi? Parce que je veux une seule variable pour pouvoir faire le reste de ma démarche. Donc ici, je veux trouver une façon d'exprimer mon Y qui est ici, la hauteur de mon rectangle, en fonction du X qui est la base de ce rectangle-ci. Dans ce cas-ci, comme on est dans un triangle à base rectangle, avec un angle commun entre le petit triangle qui est ici et le grand triangle qui est là, on peut utiliser les triangles semblables. Dans ce cas-ci, nos triangles semblables vont nous indiquer que le segment CE sur le segment AD, ce sera un rapport identique au segment EF sur le segment DF. Des triangles semblables.
On devrait être en mesure d'utiliser ça. Normalement, là, vous avez fait ça au secondaire, donc vous êtes en masse capable de faire tout ça. Ici, ce qu'on vient de se dire, c'est que le segment CE qui vaut quoi? Qui vaut Y sur le segment AD qui vaut 5 cm, ce sera équivalent au rapport entre le segment EF qui vaut 20 moins X sur le segment DF qui vaut 20 dans ce cas-ci. À ce stade-ci, tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler Y. Donc, Y, ce sera égal à 5 fois 20 moins X divisé par 20, ou en d'autres termes, 20 moins X divisé par 4. Vous pouvez remplacer ça, je sais que dans les solutions sur le portail, on l'a remplacé au complet, 20 sur 4, c'est 5, puis ensuite de ça, il me reste 1 quart fois X. C'est comme vous voulez. Si vous voulez l'utiliser avec 20 moins X, ça va fonctionner très bien. Vous n'aurez pas à traîner 1 quart à chaque fois, là, ça se fait aussi très bien. C'est pour vous. Moi, j'aime bien ne pas faire le 5 moins 1 quart, j'aime mieux utiliser l'autre version qui est au-dessus. Mais si vous allez voir sur le portail, on se rend jusque-là. C'est une question de préférence rendue. Ceci étant dit, ma fonction, ma variable y est exprimée en fonction de x. Ça veut dire que je suis prêt à poursuivre mon problème. La prochaine étape, ce sera de déterminer quelle est la fonction à optimiser. Dans ce cas-ci, pour déterminer la fonction à optimiser, il va falloir que je revienne dans le contexte du problème. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut tracer un rectangle dont l'aire est maximale. On veut trouver l'aire d'un rectangle ici à partir de la mesure de ses côtés qui serait maximale. Dans ce cas-ci, on a donc besoin d'aller chercher la fonction r en fonction de x. Et cette r-là, ce sera la mesure de x fois la mesure de y. Donc x fois y. On connaît x comme étant la mesure de la base, on connaît y comme étant 20 moins x sur 4. Donc, on a la fonction 20x moins x au carré sur 4. C'est cette fonction-là qu'on veut optimiser. Maintenant, on veut savoir sur quel domaine est-ce qu'on l'optimise. Parce que là, en ce moment, on n'indique rien par rapport à la valeur de x. Donc, cette valeur-là, x, il va falloir qu'on ait trouvé ses limites dans notre rectangle. Ces limites-là sont très logiques. Si on regarde le problème ici, ben, x, c'est une valeur de côté. C'est certain que ce ne sera pas négatif. Je ne vais pas avoir un côté de moins 5 cm de longueur. Donc, je sais que x va être plus grand ou égal à 0. Ça, c'est certain. Et comme je sais que x est inscrit dans le côté le plus long de mon grand triangle, je sais que x ne peut pas dépasser 20 cm. Parce que si je dépasse 20 cm, je ne suis plus dans mon triangle. Donc, ici, je sais que x doit être plus petit ou égal à 20 cm. Sur le portail, dans la solution sur le portail, on traite plus la mesure du y qui est plus petite que 5. C'est le même principe. Moi, j'y vais directement avec le 20 ici parce que je trouve que c'est à peu près 14 fois plus rapide. Donc, faites-le comme vous voulez, mais moi, je trouve que de traiter seulement avec la mesure du 20 ici, c'est suffisant. Ce que ça veut dire, c'est que x va être élément de 0 à 20 cm. Donc, la mesure de mon côté x sera entre 0 et 20 cm. De cette façon-là, on va pouvoir optimiser le problème en respectant l'intervalle qui nous a été donné. Maintenant, je dois dériver ma fonction de l'aire et je dois trouver ses valeurs critiques. Donc, dériver la fonction de l'aire ici, dans ce cas-ci, vous pouvez travailler avec le divisé par 4. Ici, c'est effectivement plus efficace de changer ça comme dans les notes. 20x sur 4, ça deviendra 5x. Et x carré sur 4, ça reste x carré sur 4. Et de cette façon-là, ben, la dérivée, c'est juste une dérivée de deux éléments distincts. Donc, c'est assez simple à faire. Ici, la dérivée de l'aire, ce sera égal à 5 moins 2x sur 4. Donc, finalement, 5 moins x sur 2 pour cette dérivée-ci. Maintenant qu'on a ça, ben, on peut aller trouver là, les valeurs critiques de cette fonction-là. C'est un polynôme, ça va toujours être défini. Donc, ça sera seulement les valeurs qui annulent la dérivée. Donc, a' de x égale 0 si et seulement si
5 moins x sur 2 égale 0. Donc, si seulement si x vaut quoi? Dans ce cas-ci, ben, x vaut 10 pour que ce soit nul dans notre dérive. Donc, la seule valeur critique qu'on a trouvée, c'est x égale à 10. Ceci étant dit, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore optimisé mon problème. Je dois déterminer est-ce que ça c'est un maximum, est-ce que c'est une de mes bornes qui sera un maximum. C'est ce qu'on doit faire à l'étape à la question F. On veut optimiser le problème finalement. Donc, je vais aller voir quel est l'air lorsque je suis à ma première borne en 0, quel est l'air lorsque je suis à la deuxième borne, et quel est l'air lorsque je suis à 10 cm pour le x. Donc, je reviens sur ma fonction de l'air ici. Si x vaut 0, 20 fois 0 moins 0, ça reste 0 divisé par 4, c'est toujours 0. Si x vaut 20 dans ce cas-ci, ben là, on peut reculer d'une étape. X fois 20 moins x, ben 20 moins x, ça va devenir 0. Donc, on va encore avoir une aire qui est nulle dans ce cas-ci. On peut confirmer en regardant notre dessin. Hein. Si x vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rectangle il est collé sur la première ligne verticale ici. L'aire d'une ligne verticale, c'est 0. Si x égale à 20, ben mon rectangle il est collé sur la barre horizontale, la ligne horizontale qui forme mon triangle. Une autre ligne horizontale, une autre aire de 0. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'aire lorsque x vaut 10. Donc, x fois 20 moins x sur 4, 10 fois 10 sur 4, ça nous donne 25 cm². J'ai oublié d'indiquer mes unités. Ma faute. Je m'excuse, on devrait les indiquer. Donc, dans ce cas-ci, lorsque x vaut 10, mon aire vaut 25 cm². Qu'est-ce que ça veut dire lorsque x vaut 10? Ça veut dire que mon aire est maximale parce que j'ai une aire qui est plus grande que les deux extrémités de mon intervalle. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que le rectangle de base 10 cm et de hauteur. Et là, pour la hauteur, il va falloir revenir à l'expression qu'on avait ici. Donc, 20 moins 10, ça me donne 10 divisé par 4. Ça me donne 2,5 cm pour le Y, donc pour la hauteur. Donc, je prends ce que je disais, le rectangle de base 10 cm et de hauteur 2,5 cm a une aire maximale à 25 cm². Et c'est la solution du problème qu'on s'était posé. On cherchait à savoir quelles étaient les dimensions d'un rectangle d'aire maximale dans le triangle qu'on nous donnait. On est allé chercher ça en complétant notre schéma pour trouver qu'est-ce que x et y étaient. On a exprimé y en fonction de x pour avoir une seule variable à optimiser. On a construit la fonction de l'aire. L'aire d'un rectangle, c'est le côté fois la hauteur, donc x fois y. Y, on l'a exprimé en fonction de x, donc on l'a ramené dans cette fonction-là. Avec cette fonction-là, on a pu trouver les contraintes de notre problème avec x sur le triangle qu'on avait. On est allé optimiser le problème, on a trouvé une valeur de x puis une valeur de y, et ça nous a donné la solution complète pour la question de classe 5.8. Ceci étant dit, vous pouvez maintenant faire les exercices 5.7 à la page 300. J'ai sauté beaucoup de numéros parce que dans cette section-ci, les numéros sont pas mal tous identiques là, à la différence que notre fonction va changer. Mais le problème reste, la démarche reste la même, et pour ne pas faire une vidéo de 8 heures, je vous suggère de lire ces exemples-là. Si jamais ça ne fonctionne pas, écrivez-moi en privé, on pourra s'arranger pour bien comprendre la suite de ces exercices-là. Pour l'instant, nous, on va aller plutôt à l'exercice 5.26 parce qu'ici, on va se définir un problème un petit peu différent. On a vu jusqu'à présent comment traiter des problèmes d'optimisation sur des intervalles fermés. Mais ici, on va chercher plutôt un intervalle ouvert pour le problème, pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour notre solution. Dans ce cas-ci, vous avez déjà un schéma qui est fait dans les notes. Ce schéma-là, ça représente une boîte de carton qui n'a pas de couvercle. Une boîte de carton qui est ouverte au sommet. C'est une boîte de carton avec une base carrée de côté X et de hauteur Y. Cette boîte-là a un volume total de 500 cm3 et notre but, ce sera de réduire au plus possible la quantité de carton nécessaire pour faire le contour de cette boîte-là, donc pour faire la surface de la boîte qu'on est en train de faire ici. On cherche à
minimiser, pas minimer. On dirait que j'ai comme oublié un bout de mon mot. Minimiser la quantité de carton dans ce cas-ci. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, comme on a déjà identifié nos variables x et y, ce sera de se construire notre problème. On va essayer de trouver quelle est la fonction optimisée. Est-ce qu'on est capable d'exprimer y en fonction de x à partir de tout ça? Et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut déterminer comme problème d'optimisation avec tout ça. Donc ici, premièrement, qu'est-ce que j'optimise? Je suis en train d'optimiser la quantité de carton nécessaire pour construire la boîte. La quantité de carton nécessaire, ça représente quoi? Bien, ça représente la surface de chacun des panneaux de ma boîte. Donc, la surface. Cette surface-là de la boîte, bien, ce sera chacun des panneaux additionnés ensemble. Donc, on va commencer par aller chercher la base et le contour du dessus. La base ici, c'est un carré de côté x, donc la base complète, ce sera x au carré. Et à ça, on additionne chacun des panneaux au-dessus. Les panneaux au-dessus, comme c'est une base x et une hauteur y, ben chaque panneau va représenter x fois y, et j'ai 4 panneaux. Donc, j'ai 4 x fois y. Donc, ça me donne une fonction s de, bon, x, y pour l'instant, je n'ai pas encore déterminé qu'est-ce que y valait. Je vais attendre avant de donner cette fonction-là complète. Ce que je sais à part ça maintenant, je sais aussi que le volume est égal à 500 cm3. Et comme j'ai un prisme ici, c'est assez simple, r de la base fois la hauteur, donc x carré fois y est égal à 500. De ça, je peux isoler y comme étant 500 sur x au carré. Donc, je peux donner une surface complète, surface de x, qui est égale à x carré plus 4x fois 500 sur x au carré. Cette fonction-là pour s de x, c'est la fonction qu'on va optimiser tantôt. On va pouvoir simplifier le x et le x au carré du dénominateur, même que on va le faire tout de suite. Donc 4x, ça deviendra 4 et le x carré devient seulement x. Voilà, on a notre fonction. Et ensuite de ça, ben, on va aller chercher à partir de ce qu'on vient de déterminer sur y, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte pour notre problème. Dans ce cas-ci, comme y est défini comme un quotient sur x au carré, on remarque que x est différent de 0. On a aussi que, comme ce sont des mesures, x est plus grand ou égal à 0, y est plus grand ou égal à 0, on remarque aucune contrainte qui borne supérieurement, là, dans ce cas-ci, pour le y ou pour le x. En d'autres termes, ici, x va faire partie de notre ensemble de l'intervalle 0 jusqu'à l'infini. Dans ce cas-ci, on a un intervalle qui est complètement ouvert parce que nos contraintes ne sont pas suffisantes pour vraiment borner complètement l'intervalle, le domaine de notre fonction. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation où notre intervalle, il est ouvert. On va donc devoir utiliser les notions qu'on a vues dans la section 5.2 et dans la section 5.1 sur les intervalles ouverts pour maximum et minimum. C'est ce qu'on fait par la suite avec cette fonction-ci. Donc, on revient dans la surface ici. On va faire la dérivée de notre surface. Ici, je vais réécrire s de x pour qu'on puisse l'utiliser. Dans ce cas-ci, ma fonction s de x, je peux la réécrire un petit peu mieux. Ici, déjà, j'ai x au carré et 4 fois 500, ça me donne 2000. Et comme je divise par x, je vais mettre un exposant négatif à mon x. De cette façon-là, ma dérivée va être beaucoup plus facile à calculer. Ici, cette dérivée-là, justement, on peut l'obtenir en faisant la dérivée du polynôme ici, de la fonction plutôt ici, c'est pas un polynôme. X au carré, ça va devenir 2x. 2000 fois x à la moins 1, ben ici notre plus va devenir moins. On va avoir moins 2000 x à la moins 2. Et là, ici, j'ai un exposant négatif. Un exposant négatif, pour pouvoir traiter la suite, c'est moins pratique. C'est le fun quand on veut faire notre dérivée, mais pour le reste, c'est moins bon. Donc, dans ce cas-ci, on va réécrire cette fonction-là comme étant 2x moins 2000 sur x carré. Je mets ça sur le même dénominateur pour trouver les valeurs critiques plus facilement. Ici, mon 2x, il manque x au carré pour pouvoir le mettre sur le même déno. Donc, je vais avoir 2x à la 3 moins 2000 sur x au carré pour la dérivée de ma surface.
À ce moment-ci, je peux simplifier au final cette fonction-là comme étant 2 fois x3 moins 1000 divisé par x carré. Maintenant, qu'est-ce qui sera les valeurs critiques dans ce cas-ci? Donc, en d'autres termes, quand est-ce que ma dérivée va être nulle et quand est-ce que ma dérivée n'existe pas? Donc, déjà là, quand est-ce que la dérivée est nulle? C'est assez évident. X à la 3 moins 1000 égale 0. Ça veut dire que x est égal à 10. Et quand est-ce que la dérivée n'existe pas? Ben, c'est seulement lorsque x égale 0. Mais nos contraintes excluent 0, donc ça, on peut l'oublier pour la suite de cette démarche. À ce stade-ci, j'ai ma seule valeur critique. J'ai aucune borne aux extrémités de mon intervalle, donc je peux passer tout de suite à mon tableau des signes. Je vais avoir x, s' de x, s de x, et je vais chercher mes valeurs, ma seule valeur critique, qui est 10 dans ce cas-ci. On va vérifier qu'est-ce qui se passe pour la dérivée lorsque x vaut 10, ben déjà, c'est nul. Lorsque x est plus petit que 10 et plus grand que 0, ben notre dérivée ici, si on se fie à notre parenthèse, déjà dans la parenthèse, si c'est plus petit que 10, ce sera plus petit, x à la 3 va être plus petit que 1000, donc plus petit que 1000 moins 1000, ça va être négatif. On va avoir une dérivée qui est nulle, qui est négative, pardon. Et si on est plus grand que 10, x à la 3 est plus grand que 1000, parenthèse positive, on a une dérivée qui est positive. La fonction est donc décroissante avant 10, croissante après 10, et exactement en 10, on peut évaluer la fonction s de x qu'on avait ici. Si on l'évalue, on obtient quelque chose qui ressemble à 300. 300 pour la surface totale. Et là, comme on a quelque chose qui descend et qui augmente, on parle d'un minimum relatif. Et là, on est sur un intervalle ouvert, mais on a le tracé le général de la fonction s de x. On sait qu'avant d'arriver à 10, c'est quelque chose qui décroît sans arrêt, et après être arrivé à 10, c'est quelque chose qui augmente tout le temps. Donc, le minimum relatif qui est ici, il ne pourra jamais être battu par une autre partie de la fonction, parce que avant 0, ça ne fonctionne pas, on n'a rien qui se passe, parce que x doit être plus grand que 0. Et après 10, ben, c'est toujours de plus en plus grand. Donc ce minimum-là, ici, il n'est pas juste relatif. En réalité, il est absolu dans le contexte du problème. Ceci étant dit, si j'ai un minimum absolu en x égale à 10, ça veut dire que ma fonction s de x, elle est minimisée lorsque x égale à 10. Donc la surface est minimale lorsque x égale à 10 et elle est minimale à 300 cm². Je vous rappelle que c'est une surface, c'est en centimètres carrés. Donc la réponse à notre problème, ce sera de construire une boîte dont la dimension de la base est de 10 cm. On peut trouver la dimension de la hauteur, ici, y, à partir de notre relation, y est égal à 500 divisé par 10 au carré, 10 est égal, par x au carré, pardon. X au carré, ça veut dire 10 au carré, donc 100, 500 divisé par 100, ça veut dire 5 cm. Donc les mesures complètes de notre boîte, ce seront les suivantes. La base mesure 10 cm de côté, c'est une base carrée, et la hauteur est de 5 cm. Ça nous donne un volume de 500 cm3 et une surface minimale de 300 cm², et ça solutionne le problème qu'on avait. Dans ce cas-ci, on avait un problème un petit peu plus complexe qu'à l'habitude, parce que notre intervalle, il était ouvert. Dans ce cas-ci, on peut trouver quand même les valeurs critiques, aller chercher notre tableau des signes, et dans ce tableau des signes-là, il va falloir faire un travail d'analyse pour s'assurer que c'est un minimum absolu ou un maximum absolu dans le problème, considérant le fait que on ne peut pas évaluer aux bornes, les bornes n'existent pas. On pourrait passer par la limite, comme on faisait dans la section 5.2.2, ce serait un petit peu plus long. Dans ce cas-ci, on avait le tableau, et ça s'analysait assez facilement ici avec une seule valeur, et
deux extrémités. Donc on est passé par là. Ceci étant dit, on vient de voir un exemple particulier où on avait un intervalle qui était ouvert. On a vu que la solution n'est pas beaucoup plus difficile que ce qu'on a fait dans la section 5.2. En soi, là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé les mêmes paramètres que dans notre problème avec l'intervalle fermé. La différence, c'est que lorsqu'on est arrivé pour déterminer si notre maximum était absolu ou relatif, maximum ou minimum, là, dans le cas de ce qu'on faisait, c'était un minimum, ben on est allé analyser à partir de notre tableau. On pourrait utiliser nos limites. C'est possible, nos limites vont faire la job aussi, mais ça pourrait être plus long. Dans ce cas-ci, le problème qu'on avait était très simple, donc on a pu utiliser directement le tableau des signes pour pouvoir solutionner ce problème-là. Ceci étant dit, les autres exemples dans la suite du chapitre sont très similaires. Je ne vais pas trop charger cette vidéo-là, donc je vous laisse aller les faire, je vous laisse aller les lire. Si vous avez des problèmes avec ça, écrivez-moi. Perdez pas trop de temps avec ça. Assurez-vous que vous êtes capable de le faire aussi. Et pour la suite, je vous laisse les exercices 5.8 à la page 305 à faire. Vous avez encore les solutions sur le portail de tout ça. Vous êtes en mesure de faire ça. Même chose pour la question éclair 5.9 qu'on a sauté. Ceci étant dit, avec ça, vous avez fait le tour du chapitre 5. On se voit dans une prochaine vidéo avec le chapitre 6. On va commencer le tracé de courbe. On va y aller assez relax pour commencer le domaine d'une fonction. Puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par la suite.